présente Mélodie Simard-Houd, qui est professeure de littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'intéresse à la culture médiatique et numérique et aux écritures du réel. Elle a publié en 2017 l'ouvrage « Le reporter et ses fictions, poétiques et historiques d'un imaginaire ». Ses travaux ont également porté sur les représentations de l'aviation pionnière. Elle mène présentement un projet sur le genre de l'histoire vraie avec l'appui du FRQSC. Elle est co-chercheure au laboratoire L'Art en procès du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec et du Centre Figura. Elle co-dirige la revue Tangence. Et pour l'anecdote, puisque ça fait partie un peu de ce qui a permis de mettre tout ça en place, Mélodie a été la première professionnelle de recherche du Pôle Québec de littérature québécoise mobile. Donc, ça a permis d'initier toutes sortes de choses intéressantes, dont tout un travail d'entretien avec des gens qui ont meublé le premier web. Et c'est un peu ce travail dont elle va nous parler aujourd'hui, autour d'une communication qui s'intitule toujours « Écrire, éditer, faire communauté, les œuvres web des années 90 au Québec ». À toi. Merci beaucoup, René. Effectivement, donc je fais partie de l'histoire du projet LQM, et donc je vais revenir sur maintenant l'histoire, un pan de l'histoire des pratiques littéraires numériques au Québec à travers les œuvres web des années 90. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un tour d'horizon d'un chantier collectif qui doit mener prochainement à la parution d'un ouvrage numérique sur ce corpus des œuvres web des années 90. Donc, je remercie tout de suite en commençant les personnes qui ont participé à ce chantier-là. Donc, c'est pas juste moi qui a travaillé là-dessus, René Audet et toute l'équipe du Pôle Québec, donc des coordonnatrices de LQM qui m'ont succédé, donc Juliette Bernatchez, Charlotte Biron, Marie-Ève Muller, puis aussi deux assistantes de recherche, Alicia Chabot et Aude Meunier-Rochon, donc ont toutes collaboré à ce collectif qui est en préparation. Donc, c'est un chantier qui a été initié en début de pandémie, au moment où LQM, justement, a dû un peu se réinventer, comme Bertrand le dit ce matin, parce que toutes les activités littéraires étaient interrompues. Et donc, on s'est tourné un peu plus vers la recherche. Et de mon côté, c'est comme ça que j'ai découvert par hasard un article de 1997 qui est paru dans Lettres québécoises et dans lequel deux autrices tracent un état, je les cite, des romans québécois offerts sur la grande toile. Donc, ça m'a intriguée, ce premier répertoire d'œuvres web des années 90, et ça a été le début d'un processus par lequel j'ai voulu exhumer ce corpus-là, qui est largement le fruit d'auteurs amateurs inconnus aujourd'hui. Donc, moi puis le reste de l'équipe, on est reparti des titres qui sont mentionnés dans cet article-là de Lettres québécoises et on a fait une recherche plus large en ratissant, en allant voir aussi des articles de presse sur les premières œuvres web, puis des pages répertoires qui répertorient les liens du premier web littéraire québécois dans lesquels aussi on a trouvé beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas mentionnées dans l'article de Sergent et Fortin. Donc, on a consulté la majorité de ces sites-là à travers les archives qui ont été moissonnées par Internet Archive et la Wayback Machine, que vous connaissez fort probablement. Donc, parfois, on peut seulement consulter une partie des sites, mais en général, on a pu avoir accès à des pages de la très grande majorité des sites du corpus. Et au total, c'est pas moins de 49 sites web québécois qui hébergent environ une centaine d'œuvres numériques qu'on a pu repérer. Donc, c'est quand même un corpus considérable. Et dans un premier temps, on s'est attelé à rassembler un certain nombre d'informations pour chacun des sites. Donc, je vous indique ici lesquels. Donc, on a pris en note l'identité du webmestre, les dates de publication, de mise à jour du site, l'URL ou les URL originelles, la plateforme d'hébergement. Donc, parmi les plus fréquentes, il y avait notamment Total.net puis Infini.net, les anciens serveurs qui étaient mis à disposition des clients de Vidéotron, peut-être que ça vous rappelle des souvenirs, ou encore les premières plateformes internationales d'hébergement gratuits comme GeoCities ou Multimania, qui sont celles sur lesquelles une forte proportion des œuvres sont hébergées. On a répertorié aussi donc, les langages de programmation mobilisés, essentiellement le HTML, parfois aussi le JavaScript. Il y avait un petit clin d'œil au langage HTML sur la page titre de mon diaporama. On s'est demandé est-ce que le site est de nature personnelle ou institutionnelle. On a repéré la présence de contenus multimédia, des images, des sons, la liste des œuvres hébergées et l'état des archives parce que dans certains cas, qui étaient quand même plutôt rares mais présents, le site avait fait l'objet d'un dépôt
notamment dans Bibliothèque et Archives Canada dès les années 90. C'est quand même intéressant de souligner qu'il y avait des œuvres en petit nombre numériques qui étaient déposées dans le bac. Par ailleurs, on a mené aussi une dizaine d'entretiens avec les auteurs de ces sites-là qu'on a été capable d'identifier et de retracer. Donc, sur un peu plus d'une trentaine d'auteurs, on a pu quand même en faire 10 entretiens. Des entretiens qui éclairent de l'intérieur les pratiques d'écriture et de publication. Et finalement, un certain nombre de ces sites et œuvres ont fait l'objet de fiches également dans Collin. Donc, je vous invite à aller consulter le répertoire si ça vous intéresse. Un peu de contexte et d'informations sur les visées de ce projet-là. Donc, l'objectif premier, c'était de mettre en lumière les premières appropriations des possibilités offertes par le web par des écrivains et des écrivaines dans le contexte québécois et pour la période qui allait environ de 1994 à l'orée des années 2000. Donc, tous les projets web du corpus ont été initiés entre 1994 et 2000 avec une forte concentration entre 1995 et 1997. Donc, on est vraiment à l'époque du premier web québécois, un moment où Internet entre dans les domiciles privés avec l'arrivée des premiers navigateurs web, les premières offres d'hébergement gratuites de pages personnelles, comme je le disais tout à l'heure, et un peu plus tard aussi, à partir de 1997, les premiers logiciels grand public d'élaboration de sites web, notamment Microsoft FrontPage et Adobe Dreamweaver, qui ont été introduits tous les deux en 1997 et qui vont permettre des expérimentations littéraires et éditoriales inédites. Donc, on a voulu comprendre ces expérimentations-là. Qu'est-ce qu'elles révèlent d'une saisie un peu tâtonnante d'une transformation médiatique et culturelle des moyens de création et de diffusion de la littérature au Québec et comprendre vraiment tous les aspects de cette transformation-là dans une approche englobante qui varie les focales. Et donc, le livre s'intéresse à la fois aux œuvres web comme écriture, à leur poétique, aux genres littéraires qui sont mobilisés, à leurs caractéristiques poétiques et médiatiques, mais on s'intéresse aussi dans une perspective plus sociologique au profil des autrices et des auteurs, à leur rapport à l'institution littéraire, à la façon dont les pratiques font bouger l'édition et le concept d'éditeur, en faisant appel à des gestes éditoriaux propres au web, et à la manière aussi dont les auteurs font communauté sur le web, dès avant les réseaux sociaux, comment ils vont tisser entre eux un réseau de collaboration et d'échange. Donc, ces différents angles d'approche correspondent aux parties du livre, et je vais maintenant en proposer un rapide survol avec vous. Donc, la première section du livre trace le portrait des producteurs du corpus. Comme je le disais, les auteurs web de la fin des années 90, ce sont en grande majorité des amateurs, donc des personnes qui n'envisagent pas leur production d'œuvres web comme une pratique qui mènerait à la professionnalisation ou à l'édition littéraire, sauf exception. Il y a quand même quelques exceptions à l'intérieur du groupe. La grande majorité des auteurs n'avaient jamais publié dans le monde du livre imprimé, mais faisaient preuve d'un intérêt pour l'écriture littéraire. Et surtout, ils détenaient en général des moyens et des compétences techniques minimales qui leur permettaient d'être capables de construire un site web puis de s'auto-éditer. Donc, la grande majorité publie leur œuvre sur un site personnel. Il y a quelques sites institutionnels, mais c'est surtout des sites personnels qu'on retrouve dans le corpus, à l'instar de celui d'Annie Marois, qui est la webmestre et l'autrice du roman de science-fiction Dôme, qui est mis en ligne en 97-98. Donc, vous voyez ici une capture d'écran de la page d'accueil de son site. Les profils des auteurs sont assez variés, donc il n'y a pas nécessairement un auteur web type dont je pourrais vous décrire le profil, mais on remarque quand même dans l'ensemble une moyenne d'âge qui est assez basse, qui témoigne d'une curiosité pour la nouveauté et l'apprivoisement des micro-ordinateurs chez des étudiants notamment et des jeunes adultes ou des jeunes professionnels. Et dans beaucoup de cas aussi, un emploi qui est lié de près ou de loin aux premiers usages de l'informatique. Donc, il y a beaucoup d'auteurs dans le corpus qui vont avoir un travail, par exemple, dans le secteur documentaire, archivistique, dans le milieu de l'enseignement aussi, des technopédagogies, ou encore dans la fonction publique. Donc, c'est le cas de beaucoup des auteurs du corpus. Et chose qui nous a, qu'on était heureusement surpris, il y a quand même au moins un tiers de femmes environ dans l'ensemble du corpus. Donc, ce n'est pas une pratique qui serait seulement masculine ou réservée à un imaginaire qu'on peut avoir, du geek informatique. Là, il y a quand même un bassin de femmes. Et autre précision aussi qui peut étonner ou en tout cas surprendre,
c'est qu'il y a une très forte majorité d'auteurs qui déclinent leur identité civile complète sur leur site. Donc, on n'est pas non plus dans une pratique qui serait anonyme ou sous pseudonyme, comme on a pu le voir après dans le corpus des blogs québécois. Donc, on est quand même dans quelque chose de différent dans ce premier web québécois. C'est intéressant de le souligner. À l'égard des compétences informatiques, le discours qui se dégage des entretiens est assez uniforme. Certaines personnes déclarent parfois avoir suivi des formations, par exemple sur le langage HTML, mais pour la très large majorité, c'est en autodidacte que les auteurs se sont appropriés l'univers du HTML et du web, comme le souligne ici Gina Bernier, donc je la cite. Mes connaissances en informatique étaient très limitées au tout début de mes études de deuxième cycle. Le corpus du département des littératures ne comportait quant à lui aucun cours de littérature informatique et très peu de professeurs intéressés par le sujet. Qu'à cela ne tienne, l'apprentissage autodidacte me convenait parfaitement. J'ai moi-même appris la programmation HTML et construit le recueil « Histoire sortie du miroir » sans l'aide d'aucun logiciel d'édition qui sont apparus peu après. Donc, pour l'anecdote, Gina Bernier, c'est la seule autrice du corpus qui a mené son projet web dans le cadre de ses études. Elle était étudiante à la maîtrise à l'Université Laval et elle a produit un recueil de poésie hypertextuelle. Outre les producteurs individuels, certaines œuvres web, c'est intéressant de le souligner, relèvent d'une organisation. Par exemple, l'œuvre Pangée, qui est une fiction produite en 1996 par la firme Avalon Multimédia pour faire la promotion du Centre d'intérêt minier de Chibougamau, pionnier en matière d'œuvres web numériques contre toute attente. Et d'autres œuvres vont être produites notamment par l'agence Topo, qui est aussi un pionnier en la matière, un organisme culturel important pour la littérature numérique, mais ce sont vraiment des cas isolés dans le corpus, probablement en raison d'un investissement plus limité du web par les organisations avant 2000, peut-être aussi d'une conscience plus aiguë du flou juridique qui entourait la publication en ligne dans les organisations. Et finalement, dernier cas de figure, d'autres auteurs vont collaborer au site web d'un éditeur, un éditeur comme les productions Globe Art, qui se spécialise en fait dans l'édition en ligne de fiction d'auteurs divers. Donc, vous voyez, il y avait comme un appel ici, désirez-vous publier votre propre réseau roman? On peut envoyer son manuscrit aux productions Globe Art. La deuxième grande partie du livre s'intéresse aux œuvres dans une perspective poétique. Donc, vraiment pour caractériser cette fois les pratiques d'écriture. Donc, on s'intéresse au genre, aux intertextes, aux procédés d'écriture, à la manière dont les œuvres intègrent les possibilités techniques offertes par le web. On est dans une période d'apprivoisement et d'appropriation du web, donc une période qui est marquée par des pratiques qui tâtonnent, qui cherchent leur marque, où il n'y a pas encore d'usage stabilisé. Dans un premier chapitre, on propose une cartographie générique des œuvres web, une étude qui a permis de dégager d'abord une très forte proportion d'œuvres de poésie, avec 21% du total des œuvres web qu'on a repérées, et aussi une très grande place prise par tout ce qui est littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, merveilleux, fantasy, qui compte pour 33% de l'ensemble, c'est majeur, alors que les fictions réalistes ne comptent que pour 14%, et la littérature autobiographique, c'est infime, là, pour un MEG 5-6%. Donc, j'inclus dans autobiographique aussi ce qui est autofictionnel. Donc, là aussi, ça montre une pratique qui est très démarquée de ce qu'on va retrouver ensuite sur les blogs dans les années 2000. Donc, une autre chose importante à noter. La place faite aux littératures de l'imaginaire, on s'est interrogé comment on pourrait l'expliquer. Peut-être d'une part à cause de la proximité entre la science-fiction et un imaginaire de la technique et du numérique qui est fortement convoqué au sein d'œuvres qui entretiennent une relation de réflexivité avec leur support. Les œuvres web, dans bien des cas, vont mettre en scène un imaginaire du support numérique, un imaginaire de la technique, vont représenter des personnages de programmeurs, par exemple, des objets techniques futuristes, comme vous le voyez sur l'illustration de la diapo. On peut y voir aussi peut-être un effet du support parce que le web, par son caractère hypertextuel, est un espace qui est propice
à des productions transfictionnelles, par lesquelles un monde fictionnel va être repris, va être prolongé par des fans grâce aux pratiques participatives des internautes. Donc, dans le corpus, on a des cas avec Star Trek, mais aussi, par exemple, avec l'univers de Sailor Moon, donc 2 univers médiatiques populaires des années 90. Je vois des réactions frénétiques dans la salle. Si les premiers auteurs web inscrivent donc leur production dans des genres préexistants, ils vont aussi inventer des manières nouvelles de s'auto-désigner, et ça aussi, c'est un constat intéressant qui ressort de l'étude qu'on a faite, les appellations forgées par les auteurs du corpus. Donc, c'est un vocabulaire amateur qui est assez différent de celui de la critique spécialisée qui fait grand usage, par exemple, du mot hyperfiction ou hypertexte. Ici, il y avait des désignations beaucoup plus variables qui se sont formées, je vous dirais, autour de 4 grands cas de figure. Donc, soit d'abord en employant des préfixes qui renvoient à la technologie de l'hypertexte ou plus largement à l'informatique, donc notamment le préfixe cyber, dont René disait à la blague en commençant qu'il était un petit peu daté, mais on le voit bien dans ce corpus-là. Parfois aussi en forgeant des mots valises qui mettent en relief le caractère multimédia des productions web, donc photo-roman, vidéo-récit, photo-poème. Tout à l'heure, Bertrand mentionnait aussi le vidéo-poème. Donc, on est dans cette logique-là. Parfois aussi en usant de l'adjectif interactif pour désigner la pratique de l'écriture collective. Donc, le mot interactif à l'époque signifie collectif. Écriture à plusieurs mains, c'est l'usage qu'on observe dans ce corpus-là. Et finalement, en accolant le mot web à un terme littéraire générique, comme fiction, fiction web, ou encore roman, roman web. Donc, c'est les 4 grands types de désignation qu'on retrouve. Donc, ce sont des tâtonnements qui montrent la nécessité de renouveler le vocabulaire pour désigner les expérimentations formelles sur le web, mais aussi, il me semble, de les valoriser en faisant appel à ce qu'on pourrait nommer un capital technique, parce que ces appellations mettent en avant le dispositif technique, le langage numérique, l'hypertexte, le multimédia, l'interactivité. C'est ce qui est mis en avant et c'est ce qui fait genre ici. Sur le plan poétique, les auteurs se plaisent à expérimenter avec les possibilités du web, mais dans des proportions très variables. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les œuvres qui vont s'éloigner de la structuration linéaire classique sont très minoritaires. Et là aussi, je renvoie à la conférence de ce matin. Bertrand, tu disais que c'était une chose de dire qu'on voulait sortir de la linéarité, puis c'est autre chose de le faire, effectivement. Mais on voit dans ce corpus-là, justement, une espèce de résistance de l'œuvre web à la régie de lecture qui serait propre au web, c'est-à-dire celle de la navigation, puisqu'on a quand même 80% des œuvres qui préservent une structure linéaire, un parcours de lecture linéaire. Donc, l'expérimentation par rapport à la structuration de l'œuvre est très variable dans le corpus. Si certains vont choisir une interface minimaliste avec une simple page HTML linéaire, d'autres tout de même vont faire éclater l'œuvre dans une structure arborescente, vont l'enrichir de contenu multimédia, comme le fait Serge Robert avec une œuvre policière intitulée « Une enquête inhabituelle », qui est un roman policier très éclaté, qui prend la forme d'un immense collage multimédia intégrant des cases de bande dessinée, on ne le voit pas ici, mais des jeux en JavaScript, des œuvres photographiques, des fragments de romans noirs et tout un imaginaire du journal qui est présent dès le prologue, avec cette fausse une du journal de Montréal, qui est assez amusante. C'est vraiment un de mes exemples préférés dans ce corpus-là. L'importance de la pratique citationnelle ici désigne le web comme un instrument de remédiation et d'expérimentation avec différents systèmes sémiotiques. D'autres auteurs encore vont déléguer une part de l'octorialité à leurs lecteurs en faisant appel au vote des lecteurs ou même à leur contribution à l'écriture, comme le propose la plateforme Interfiction, qui a été créée et gérée par Michel Bargonne. Et donc, beaucoup des œuvres collectives du corpus prennent la forme d'un feuilleton écrit à relais grâce à des fragments que les internautes envoient au webmestre ponctuellement. Donc, le webmestre est l'auteur et éditeur qui va organiser tout ça dans un roman collectif en ligne, selon une pratique qui avait déjà été décrite par Oriane Deséligny et Caroline Anger et qui est assez fréquente dans le corpus québécois. Je vais être un peu plus bref sur les dernières parties de l'ouvrage. Donc, dans une dernière partie, on met en relief les processus éditoriaux à l'origine des œuvres web et la communauté d'auteurs et d'éditeurs
qu'on retrouve dans ce premier web littéraire québécois, auteurs et éditeurs, deux chapeaux qui sont souvent interchangeables. Donc, on a exploité beaucoup dans cette partie-là la matière des entretiens qu'on a pu mener, qui éclaire la fabrique des sites, qui met en relief la multiplicité des rôles endossés par les créateurs de romans web, dont les œuvres, le plus souvent, sont le fruit d'une démarche d'auto-édition très marginale par rapport au système éditorial institutionnalisé. Donc, la plupart des auteurs, vous l'aurez compris, sont aussi les webmestres de leur propre site. La plupart visaient autant ou même plus à développer des compétences techniques plutôt que littéraires. Donc, leur projet n'avait pas nécessairement une fin littéraire. Parfois, c'était seulement une pratique de loisir et le but, c'était de s'amuser avec la technique puis de développer des compétences. Quand on a demandé à Serge Robert quel était votre niveau de connaissance technique au moment de la réalisation de l'œuvre ou du site, il a répondu « 0 ». Avant d'expliquer qu'il s'était amusé à transposer son usage universitaire du logiciel WebPerfect et de jouer finalement avec les possibilités d'intégration de différents médias. Et pour lui, l'œuvre web, c'était le moyen d'uniformiser, de donner un contenu finalement à ces expérimentations, puis de les rassembler en un même lieu. Donc, l'écriture littéraire n'était pas une fin en soi pour lui. Pour beaucoup, l'impulsion de tout ça était venue tout simplement d'une invitation de leur fournisseur Internet à créer une page personnelle. Et dans ce sens-là, les œuvres web des années 90 relèvent du même mouvement qui a donné naissance à toute une panoplie de sites amateurs sur les sujets les plus divers en fonction des intérêts. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont créé leur propre site amateur. Moi-même, j'avais créé un site de fans sur Harry Potter à l'époque, je me rappelle très bien. Donc, ça s'inscrit dans ce mouvement plus large, puis c'est important de le réinscrire là-dedans pour comprendre le phénomène. Il s'agissait donc pour les auteurs de s'auto-éditer de A à Z, en dehors de tout circuit professionnel. Donc, on parle de faire aussi la révision linguistique, aussi bien que le design ou la mise à jour ultérieure du site Web, ce qui explique aussi la qualité très variable des œuvres au sein du corpus. Et c'est intéressant, là aussi, de faire une comparaison avec les pratiques ultérieures sur le Web. On peut voir dans ce corpus-là, finalement, une première forme peut-être plus brute de l'auto-édition, différente de celle qu'on observe sur des plateformes comme Wattpad ou Plume d'Argent, dans la mesure où les auteurs avaient aussi la responsabilité de tout le design et la conception graphique du site. Il n'y avait pas de modèle préformaté, on faisait tout de A à Z. Et finalement, dernier aspect qui est traité dans l'ouvrage, la question de la communauté, puisque les œuvres web, ce sont aussi des sites sur lesquels les lecteurs sont très souvent interpellés comme contributeurs potentiels des œuvres collectives. Et les sites, les œuvres vont mettre en évidence ces formes de collaboration. Par exemple, ici, vont exhiber les noms, les adresses courriels et même la provenance géographique des collaborateurs. Donc, le lectorat est rendu très visible à différentes composantes des sites web de l'époque. Donc, non seulement le cas que vous voyez ici, mais aussi, on peut penser à la présence de livres d'or dans lesquels les lecteurs pouvaient laisser leurs commentaires, à la présence fréquente aussi de compteurs de visiteurs sur les sites web. C'était quelque chose qu'on retrouvait souvent sur les sites web des années 90. Et vous voyez ici un exemple tiré du site Le Royaume de Burande, où les lecteurs étaient invités à laisser leur verdict, à découvrir un répertoire de liens et à laisser un mot dans le livre d'or, qui était nommé de façon ludique le recueil des pèlerins, en référence au monde fictionnel qui est construit sur ce site-là. Donc, avant les blogolistes des années 2000, les pages de liens et les traces des collaborateurs des œuvres collectives permettent de repérer des réseaux qui mettent en relation les auteurs de sites littéraires, des réseaux qui montrent les relations entre le web québécois d'alors et plus largement le web francophone. Il y a beaucoup de traces aussi de la France, de la Suisse, de la Belgique dans le corpus qu'on a repéré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la fréquence avec laquelle on tient à afficher les origines géographiques des sites web à l'époque, peut-être pour contrer une forme de désincarnation du lieu physique d'édition. On affiche ces couleurs nationales sur le web, donc ça aussi, c'est un constat intéressant. Et donc, finalement, au total,
ces formes de collaboration, puis cette inscription des traces des lecteurs à même les œuvres web, nous invite à considérer le Web 1.0 comme un espace peut-être plus dialogique que ce qu'on a pu dire, hein, souvent en l'opposant de façon très schématique au Web 2.0, qui serait le Web de l'interaction, des apports des internautes, mais c'est déjà un Web qui est très dialogique, où la dynamique interactionnelle qu'on a associée plus tard au blog est déjà partiellement à l'œuvre. Elle teinte le format des sites, affecte les modalités d'élaboration des œuvres qui vont multiplier invitations et adresses aux lecteurs et qui vont se doter aussi de leurs propres moyens de consécration, comme vous le voyez ici, avec les prix que vont se décerner entre eux les membres de la communauté fanfictionnelle dans laquelle s'inscrit le site Les Mondes du Milieu, dont vous voyez la bannière dans le haut. Et donc, je vais conclure là-dessus. Au total, les œuvres web des années 90 offrent une fascinante entrée dans les pratiques amateurs qui réorganisent aussi bien le rapport au genre littéraire et aux pratiques littéraires instituées que les modes de reconnaissance, les formes d'octorialité et les processus éditoriaux traditionnels. Si elles offrent leurs particularités en regard d'autres corpus numériques, elles mettent aussi en évidence la prégnance, dès les années 90, de pratiques comme celle de l'écriture collective, de l'œuvre multimédia, du dialogue avec les internautes ou encore de l'auto-édition sur le web, des pratiques qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, mais en se manifestant dans des dispositifs ultérieurs, hein, comme les blogs et les réseaux sociaux. Je vous remercie.